Alors, ben, hop, on lance l'enregistrement également. Bah oui, puisque ce sera disponible en replay. Alors, bonjour à tous, il est midi. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, moi, je suis Élise Duret, je suis chargée des formations chez France Cluster. Donc, merci à tous d'être ici. Et puis, on va commencer le webinaire. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler du rôle que peuvent jouer les réseaux d'entreprise dans l'accompagnement de la capacité à innover de vos entreprises. Je laisserai ensuite se présenter Joanne et Corinne qui vont nous parler tous les deux de cette thématique. Euh, Ce que je pourrais dire rapidement en quelques mots introductifs, c'est que ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est qu'on va parler vraiment d'un accompagnement au global. Là, on ne reste plus du tout à l'échelle d'un projet innovant, d'une start-up, d'une PME, mais vraiment du processus global. Comment est-ce que vous pouvez accompagner? Comment est-ce que vous pouvez challenger? Comment est-ce que vous pouvez améliorer la capacité d'innovation des entreprises qui vous entourent? Donc, c'est un webinaire assez court. Donc, on aura une demi-heure de présentation. L'objectif, c'est vraiment dans un premier temps, de sensibiliser à cette thématique, parce que nous, à l'échelle de France Cluster, euh, donc au sein de notre réseau de pôle cluster, mais également technopôle, comme c'est le cas de la structure de Corinne aujourd'hui, on voit que c'est une thématique qui est émergente. Et le deuxième objectif également, c'est de pouvoir accompagner ceux qui veulent aller un brin plus loin, qui veulent se former sur cette thématique. Et je reviendrai sur trois programmes de formation qu'on peut proposer si ça vous intéresse en toute fin de webinaire. En tout cas, je vous rappelle rapidement le déroulé de ce webinaire. Joanne, si tu peux passer à la slide suivante. Joanne vous parlera. Donc, Joanne, qui est le président de la Commission nationale de normalisation sur le management de l'innovation et le fondateur de la société de conseil Innovation Way. Le but, c'est qu'il vous parle justement un petit peu de qu'est-ce que le management de l'innovation, comment ça se passe, comment ça se déploie, pourquoi c'est important. Et ce sera doublé également du retour d'expérience de Corinne, qui est chargée de mission innovation donc au Technopôle Brest-Iroise et qui est donc adhérente au réseau France Cluster. Voilà. Ensuite, on répondra bien sûr à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat en bas à droite. Je pense que maintenant, tout le monde a l'habitude. Et puis, un replay sera disponible quoi qu'il arrive si vous voulez regarder, diffuser autour de vous sans souci. Voilà. Joanne, je te laisse prendre la main. Bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va passer, on m'a déjà pris 3 minutes là. Alors, ça va être court mais intense et j'espère agréable à écouter avant qu'on parte tous déjeuner avec le cerveau complètement retourné. Alors, on a intitulé ce webinaire « Nouveaux outils et méthodes, comment accompagner une entreprise dans sa capacité à innover ». Alors, la capacité à innover, les systèmes de management de l'innovation, les dynamiques d'innovation pérennes. Je vais tourner beaucoup autour de tous ces mots aujourd'hui, mais surtout, on va essayer de repartir, vous allez le voir aussi, d'exemples aussi concrets que possible. J'en profite pour vous dire que je suis capable de lire le chat aussi en même temps et que toutes vos réactions, commentaires sont vraiment les bienvenus tout au long de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours. Soit j'y répondrai en cours de présentation. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est qu'on y reviendra après. Mais vraiment, c'est toujours agréable d'avoir du feedback. Vous savez, nous, alors là, j'ai la chance de voir Élise et Corinne. Je remercie d'être avec moi aujourd'hui. Mais sinon, on a un peu tendance à parler seul face à son ordinateur. Et c'est assez terrible de vivre ce genre de situation. Alors, si on commence ce webinaire, je me suis dit qu'on allait repartir de définition. Alors attention, ça, ce n'est pas le truc le plus amusant du monde, mais en fait, on est tous engagés dans l'innovation. Alors certains d'entre vous dans des collectivités, d'autres dans des entreprises en direct, d'autres dans des pôles, des clusters, etc. Et on accompagne tous cette notion d'innovation et on doit tous être à peu près d'accord sur ce qu'est l'innovation aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé par le passé et comment on définissait l'innovation au cours des dernières décennies finalement. Et on va se rendre compte qu'il y a eu différentes phases. Il y a eu les années 80, innovation égale progrès technique, conquête. Enfin, l'ambition, c'était du progrès technique, de la conquête économique. On était très orienté sur des activités de R&D, etc. Et l'objectif d'innovation, c'était vraiment de la conquête.
On était sur gagner des parts de marché, faire progresser nos produits, etc. Puis après, sont arrivées les années 2000, alors une vingtaine d'années qui a tourné pas mal autour de ces notions-là. Et dans les années 2000, on est arrivé sur un autre enjeu qui était devenir, oh, j'ai une animation qui n'était pas passée, produit ou service pour conquête et défense. Là, on a commencé à se rendre compte dans les années 2000 que mince, tout le monde s'y mettait, le monde allait vite, on était en pleine mondialisation, c'était délicat, je vais fermer ma fenêtre, et que par conséquent, on avait innové, ça ne servait pas uniquement à conquérir, mais aussi parfois à se défendre. Et ça commençait à devenir nécessaire pour réussir à maintenir finalement son activité. Et puis, l'année 2010 arrive, et alors là c'est l'année startup. Là, on rentre en plein dans, voilà, c'est quoi l'innovation? C'est de la tech, c'est des services, c'est des business models pour venir finalement réussir à disrupter. On a tous ces mots qui sont sortis. Et là, on a vraiment une définition de l'innovation qui a été centrée sur ces notions. Voilà, innover, c'était plus que la disruption, alors beaucoup de numérique, que de la startup. Et on arrive aujourd'hui, je pense, sur un nouveau cycle. Avec ces années 2020, maintenant, la question, c'est pourquoi on serait sur un nouveau cycle et surtout, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on sort d'une crise Covid assez brutale, mais en tout cas, en termes de contexte, on peut aller un peu plus loin. Si on regarde ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe depuis, alors bien sûr, on fait des familles, etc., ce n'est pas tout nouveau, ça arrive depuis quelques années, mais un des premiers sujets qui change notre époque, à mon sens, c'est qu'on est dans une phase où la technologie est illimitante. On peut tout faire techniquement, technologiquement. On n'a quasiment plus de limites aujourd'hui. On nous parle d'IA à tour de bras qui arrive très, très fort. En termes techniques, technologiques, on a vraiment énormément de choses. Donc, on a un facteur particulier qui est on n'est plus limité par la technologie. Donc, la recherche autour de la technologie, elle est toujours là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez caractéristique de notre époque. On commence à se poser des questions d'éthique autour de l'utilisation de cette technologie, bien plus que finalement la question de est-ce qu'on saura le faire. On saura le faire, c'est qu'une question de moyens. Quoi qu'on ait envie de faire, aujourd'hui, on est quasiment capable de faire, ça reste une question de moyens derrière. Deuxième sujet, on a des nouveaux entrants dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on reprend des exemples tarte à la crème, mais même dans le secteur automobile, où on n'imaginait pas qu'un nouveau constructeur puisse arriver étant donné la puissance industrielle qu'il fallait. On a Tesla qui arrive, et puis maintenant, on en a d'autres derrière Tesla, on n'est même plus étonné de les voir arriver en se posant des questions des véhicules à hydrogène, etc. Dans le commerce, on n'en parle pas, les nouveaux entrants ont quand même sacrément bouleversé des structures en place avec des points de vente, etc. Donc aujourd'hui, on n'a plus un seul secteur qui est protégé contre tout ça. Autre changement, bien sûr, les crises. Et les crises, alors on parle du monde d'avant, du monde d'après, mais au fait, du monde d'avant ou du monde d'après, quelle crise exactement? La pandémie, d'accord, ok, le Covid, ça a secoué, etc. Mais les intempéries qu'il y a eu dans la vallée de la Roya l'année dernière et qui ont quasiment rayé toutes les routes, etc., et contraint les entreprises à devoir trouver des solutions sur des choses qui avaient des problèmes qu'elles n'avaient même pas imaginés, qui étaient simplement pouvoir se rendre au travail, par exemple. Les enjeux de cyber, il y en a de plus en plus dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on arrive sur les pénuries. Donc, on sort d'une crise pour rentrer dans une autre. Et il est à peu près clair que ça ne va pas s'arranger. Et on ne sait pas exactement quelles autres crises vont être devant nous. Mais on est aujourd'hui effectivement dans des modifications de l'écosystème global, de la planète, du climat, etc., qui amènent des crises à répétition. Autre encore changement, les changements de mentalité. Autre crise, les jeunes, vous savez, ces générations Y, X, etc., qui aujourd'hui ne veulent plus faire d'enfants, par exemple. Commencent à se dire que finalement, faire des enfants, ce n'est pas bon pour la planète. Des raisonnements que des gens de 40-50 ans n'ont jamais eu au moment où ils étaient en âge de faire des enfants. On consomme local, on ne veut plus prendre l'avion. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes parti en vacances à l'autre bout de la planète. La réaction des gens, c'est « Ah, super !» Mais une fois sur deux, suivant à qui vous allez parler, vous allez avoir de plus en plus des gens qui vont vous dire « Ah oui, bon, joli bilan carbone », c'est des questions qui arrivent dans la majorité, pour beaucoup, dans nos quotidiens. Encore un dernier changement, la relation au travail. Les jeunes ne veulent plus bosser. C'est faux. Ils cherchent du sens, par contre, dans ce qu'il faut. Donc, on a des enjeux sur la quête de sens, on a des enjeux sur le télétravail. Notre environnement professionnel a complètement changé. Vous voyez, aujourd'hui, on fait ce webinaire comme ça. Il y a 2-3 ans, on ne l'aurait pas forcément imaginé sous cette forme-là. Donc, l'univers change. Et surtout, dans cette nouvelle décennie, je crois qu'on vit des mutations qui sont peut-être plus profondes encore que les anciennes et surtout qui vont être beaucoup plus rapides parce que une partie des changements qui sont là, on n'y pensait même pas il y a seulement quelques années. Alors, tout ça nous amène à quoi? Tout ça nous amène à nous dire que dans ces années 2020, finalement, ce qui va être amené à changer ici, c'est qu'on va devoir finalement agir pour pérenniser nos organisations. Il ne s'agit plus d'aider une entreprise à innover et à trouver la rupture du siècle qui va lui permettre de vivre pendant 20 ans. Ça, c'est fini. Il s'agit de l'aider à innover, à changer, à évoluer pour survivre.
pour survivre, pour s'adapter à un contexte qui a changé, pour venir s'adapter à un contexte d'évolution de la société, un contexte d'évolution de la planète et se préparer potentiellement aux changements qui viennent à venir. Et donc, il ne s'agit plus nécessairement de trouver une innovation qui est rentable. Comment on évalue la rentabilité d'un projet? On évalue la rentabilité d'un projet jusqu'à maintenant en se disant, voilà, il va me rapporter plus que ce que j'ai investi et puis il me permettra de conquérir des parts de marché, etc. Mais le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas tant l'intérêt d'innover, c'est le risque de ne pas le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Et là, tout de suite, on a une approche qui va être complètement différente. Et venir analyser la rentabilité d'un projet, c'est aussi pouvoir mettre ça en face du risque de ne pas innover et de ne pas aller dans cette capacité à évoluer. Alors, ça, c'est l'évolution des définitions de l'innovation. On peut s'interroger maintenant sur ce qui s'est passé dans l'écosystème du soutien dont beaucoup d'entre vous font partie. L'écosystème d'accompagnement au fil des décennies, il a évolué lui aussi. Pour suivre tout ça, dans les années 80, on était dans le temps ce que j'appelle le temps du quoi. L'innovation, c'était la R&D. On cherchait avant tout, quand on accompagnait une entreprise, on cherchait le quoi. On va innover sur quoi? C'est quoi le projet sur lequel on va accompagner? Et souvent, c'était très technique, très technologique. C'est l'âge d'or de l'INPI, c'est l'âge d'or de l'ANVAR, c'est la naissance des CRIT, des plateformes technologiques. Et on a toutes ces structures d'accompagnement qui sont nées, qui se sont développées dans ces années 80, dans cette période-là, d'une manière générale. Dans les années 2000, cette fois-ci, on est arrivé dans le temps du commun. On s'est dit, tiens, mais innover, c'est aussi des rencontres, de la sérendipité, des échanges, etc. Et donc, on a commencé à considérer que innovation égale réseau. Tiens, c'est plus de la R&D, c'est du réseau. Et alors là, nouvel âge d'or, les pôles, les clusters, notamment, qui sont apparus dans cette époque-là, en disant, notre ambition, ça va être quoi? De rapprocher les gens et de parier sur la sérendipité, les échanges, en disant, on va rapprocher des gens d'univers similaires ou différents et on va déclencher des choses. Cette fois-ci, Oseo, vous voyez, même Anvar a changé, est devenu Oseo. Les CCI se sont positionnés sur ces enjeux-là avec énormément d'organisations, de soirées, de petits déjeuners, de rencontres, d'échanges. Donc, toute cette période, c'est les années 2000. Année 2010, on rechange de braquet. Bon, on oublie la sérendipité, etc., les échanges, c'est un peu moins présent et tout le monde se met sur, au fait, mais il n'y a pas des structures qui innovent plus que d'autres. Et là, c'est le temps du qui et on se jette tous sur les startups. Fab Lab, Living Lab, French Tech, agence régionale d'innovation qui envoie des entreprises aux États-Unis, au Super Forum, machin, etc. On retransforme Anvar, qui était devenu Oseo, se retransforme en BPI France. Et on arrive sur un autre temps de l'accompagnement qui est de se dire, voilà, innovation égale startup et on focalise là-dessus. Puis là, on commence à se rendre compte que c'est bien, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent déjà. Et puis, en termes de création d'emplois, c'est un peu limite. Et puis, mine de rien, on a tout un tissu industriel, un tissu d'entreprise, alors industriel ou de service d'ailleurs, qui commence à être un peu vieillissant et qui commence à être à la peine. Alors, on leur dit, allez voir les startups, mais ça ne marche pas si facilement que ça de les rapprocher comme ça. Et donc, je crois qu'on arrive là, de nouveau, encore une fois, dans cette nouvelle époque, qui est le temps du pourquoi. Réinterroger, redonner un peu le sens. On a eu le quoi, très bien. On a eu le comment, d'accord. On a eu le qui, on a peut-être loupé une partie de la raquette, mais en tout cas, on s'est concentré là-dessus. Voyons maintenant le pourquoi. Et le pourquoi, c'est de se rendre compte que l'innovation, c'est avant tout une dynamique. C'est pas un type de structure particulier, c'est pas un type d'activité particulier à travers la R&D, c'est pas une action miracle avec ces notions de réseau, c'est finalement une dynamique globale et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on fait pour en arriver là. Je propose qu'on fasse ça à travers 2 exemples. J'ai pris volontairement des exemples qui n'ont rien à voir avec des innovations techniques, technologiques, et qui sont directement liés à la crise qu'on a vécue. Premier exemple, un commerce situé à Pont-à-Mousson. Je suis originaire de Pont-à-Mousson, qui s'appelle les Frères Marchands. Je suis allé là-bas faire mes courses, épicerie fine, très sympathique, etc., un commerçant. Et ce commerçant, il a eu la très, très, très bonne idée de proposer dans les temps Covid et au moment des fêtes, alors vous savez, c'est des endroits où vous allez acheter les chocolats, des trucs que vous n'achetez pas forcément pour vous, mais beaucoup pour du cadeau, d'intégrer une innovation de service, qui est de se dire, moi, je vais proposer des colis prêts à envoyer. Et j'intègre la fonctionnalité de la poste. Vous allez là-bas, vous donnez l'adresse, vous choisissez les produits ou pas, vous prenez des packs entiers, vous donnez l'adresse de votre correspondant et il se charge même de l'envoi. Donc, ils viennent aller un petit peu plus loin. C'est un commerce de proximité, mais qui, pour le coup, va faire de la livraison et qui vient complètement hybrider entre l'achat en ligne, finalement, et puis l'achat en magasin. Deuxième innovation, j'ai mes compressions d'images qui n'ont pas été terribles. L'année de l'innovation, alors ça, je fais un peu, j'avoue, un peu d'autopromo sur ce sujet-là. J'ai développé un serious game dont on sera amené à vous reparler, retoucher 2 mots tout à l'heure. C'est un jeu de plateau, pour se former à ces notions de capacité à innover. Quand on fait un jeu de plateau en pleine période de Covid, il faut être un peu fou quand même. Et puis du coup, on se pose la question de comment on fait pour le promouvoir, pour le montrer, pour le faire jouer, alors que les gens ne peuvent plus se retrouver. Et on se retrouve avec une installation qui est dans mon bureau à côté de moi, en me disant il faut que je revoie mon process commercial complet, en étant capable de faire tester un jeu de plateau par Zoom ou par Teams. Et là, il a fallu trouver des solutions et des installations techniques pour y arriver.
Alors, à travers ces deux exemples, on a de la nouveauté. Ça n'existait pas avant. Les deux approches ont bien cette composante de nouveauté. On crée de la valeur pour le client, sous une forme ou sous une autre, et on crée de la valeur pour l'entreprise. On a de la nouveauté, on a créé de la valeur, on a des utilisateurs. On est bien dans une définition large de l'innovation, et ça vient fonctionner avec une innovation de service d'un côté et une innovation organisationnelle de l'autre. Maintenant, dans ces deux cas, pas de réflexion sur le business model, pas de réflexion sur le business plan, pas de réflexion non plus sur les enjeux liés à l'étude de marché. J'en ai pas fait. Les commerçants, il n'en a pas fait non plus. Partenaires techniques, pas besoin. Alors finalement, on s'est débrouillé un peu tout seul, ou surtout on a eu d'autres approches, on a expérimenté, on a testé, on a réagi, on était en temps contraint et tout le monde a trouvé très bien de se dire mais c'est génial cette capacité à innover qu'ont les entreprises quand on les met en contrainte et qu'elles doivent réagir, etc. Ben oui, mais parce qu'il n'y a personne qui leur a demandé un dossier de 50 pages pour faire un business plan. Et sinon, elles auraient été beaucoup moins réactives. Hein. Et pourtant, on revient derrière et là, on redit, attendez, ce qui est important, c'est qu'on pose le business plan. Ça me pose question. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait pour réussir à innover ces entreprises, finalement? Elles ont eu besoin d'une culture favorable, une culture qui ose. Se dire, voilà, je vais tenter. Je prends une grosse gamelle en ce moment, mon activité s'effondre, mais moi, je vais rebondir. Déjà, c'est un état d'esprit. Deuxièmement, il a fallu de la créativité. Il fallait y penser, dans les deux cas, il fallait y penser, il fallait aller chercher ça. Il fallait aussi analyser l'écosystème, voir qui on est, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe autour de nous, analyser les usages, les tendances, se rendre compte que ces Teams, machin, se développaient et que les gens n'allaient pas pouvoir être à Noël avec leur famille, mais qui voulaient leur envoyer des choses, etc., etc. Il a fallu aussi faire de l'analyse de besoins, venir plus finement identifier ce dont avaient besoin nos clients, nos utilisateurs. Il a fallu faire de la veille pour regarder un peu ce qui se passait autour de nous, s'inspirer peut-être de choses qu'on a pu voir ici et ailleurs. Il a fallu encore trouver du temps pour bosser là-dessus. Alors, c'est bien, le Covid nous en a donné un peu, mais dédier du temps à ce travail sur l'innovation. Il a fallu encore autre chose, c'est aller chercher du co-développement avec les utilisateurs. On a fait tester les premiers essais de mes tests à distance, c'était assez magique. Sur ma table à repasser, l'écran déployé pour filmer en dessous, enfin une galère pas possible, mais pour pouvoir le faire tester à des utilisateurs en pleine période, en plein développement. Qu'il a fallu oser expérimenter, tester, se mettre en situation d'acheter pour mon commerçant, là, d'acheter quelques colis, voir ce que ça donne, combien on peut mettre dedans, quel prix on met, combien de temps ça nous prend, etc. Tout ça, c'était des éléments qui étaient importants. Et bien finalement, tous ces éléments-là, c'est ce qui va correspondre à cette notion de système de management d'innovation. S'intéresser au système, c'est aider l'entreprise à être capable de créativité, à être capable de faire bouger sa culture, à être capable d'analyser son écosystème, à être capable d'analyser les tendances, à être capable d'expérimenter, etc. Monter toutes ces capacités-là, qui sont des exemples, et on en trouverait d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on met autour de tout ça? Tout ça, ça a été théorisé, là je vous le donne à travers un exemple, mais à travers effectivement une norme qui est cette ISO 56002, Système de management d'innovation, qui est une norme de recommandation, pas une norme où on peut se faire auditer aujourd'hui et labelliser, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la norme, ce n'est pas l'objet du propos, mais en tout cas, elle vient simplement pour vous donner l'horizon. Cette norme, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut qu'on aide les entreprises, elle décrit des bonnes pratiques pour aider les entreprises à passer de l'intention d'innover à la production de valeur, en passant par une démarche projet, en disant, bah oui, il faut structurer les projets, savoir identifier des opportunités, les transformer en concepts, les valider, les développer, les déployer derrière, mais on nous dit que ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on accompagne cette notion-là sur un projet, mais on n'accompagne pas nécessairement le reste. Le reste, c'est quoi? C'est ce qu'on met au-dessus. La vision, la stratégie, la politique, l'orientation. Vous voyez, cette tendance, cette orientation, ce cap qu'on est capable de définir avec l'organisation. Mais un cap qui doit être aussi défini en fonction de son contexte, de ses enjeux internes, externes, du secteur dans lequel elle est, de son ADN. Bien sûr, un commerçant avec une entreprise de 5 personnes, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise de R&D centrée sur de la R&D et du produit technologique avec 200 personnes. Mais en tout cas, on va devoir adapter ces éléments de système. Et puis en dessous de ça, on a toute une autre notion qui est importante, qui est la notion de support, les ressources, les supports à l'innovation, les compétences qu'on va devoir mobiliser. Je vous en ai donné quelques éléments tout à l'heure, cette capacité d'expérimentation, cette capacité d'écoute client, cette intégration du client dans nos process, etc., sont tous des éléments qui vont être des supports à cette dynamique d'innovation. Et autour de ça, vous avez une démarche d'amélioration continue qui vient tourner, plan de check act, en disant voilà, qu'on doit aussi s'interroger régulièrement sur son système et le faire vivre, avoir aussi du retour d'expérience. Mais le retour d'expérience en innovation, c'est savoir se nourrir de ses succès, aussi de ses difficultés, voire de ses échecs. Et ça, c'est aussi important. Alors, on n'arrête pas de dire qu'il faut oser, qu'il faut expérimenter, que l'innover, c'est potentiellement faire des échecs, tout en demandant un business plan qui justifie qu'on aura de la rentabilité à horizon 3 ans et une création de valeur, etc. Délicat comme approche quand même. On n'est pas forcément toujours très cohérent dans les approches qu'on demande. Alors,
autour de ces normes, je vais aller très vite là-dessus et vous l'aurez dans les supports qu'on vous retransmettra à la fin, mais ces normes sont des normes ISO qui se déploient au niveau international avec différents documents qui sont sortis. Cette norme ISO 56002, donc sur les systèmes de management d'innovation. On a travaillé sur la terminologie dans un autre groupe de travail. On a donc pour définir ces mots, innovation, management d'innovation, système de management d'innovation, etc. On a un document qui aide à définir des process pour évaluer le management d'innovation dans les organisations. Et puis des documents plus zoomés sur les partenariats, sur la propriété intellectuelle, d'autres qui sont encore en cours. Alors moi, j'ai piloté ce groupe-là international sur la rédaction d'un handbook, c'est comment on traduit la norme pour en faire quelque chose d'un peu plus opérationnel pour des PME. Bon, une norme, c'est quand même pas très sympathique à lire. Donc voilà, qui devrait arriver prochainement. Un document sur l'intelligence stratégique, sur le management des idées, sur les opérations en innovation qui sont en cours de développement. Et puis, pour finir, un document encore sur des guides, des illustrations pour venir compléter cette partie définition. Et enfin, on a des travaux, et je vous donne juste un teasing là-dessus, aujourd'hui sur une norme qui aura 56001, qui aura le même nom que la 56002, système de management d'innovation, mais qui cette fois-ci sera une norme de certifiante, un peu sur le modèle de la 9001. Vaste débat de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, elle va arriver dans l'écosystème à horizon 2023-2024. Et pour moi, c'est une autre raison de se mobiliser et de s'interroger sur la capacité à faire évoluer sa propre offre. Alors, vers une nouvelle manière de penser l'accompagnement à l'innovation, et on se dirige tout droit vers ma conclusion, je crois que c'est important aujourd'hui de penser différemment et de penser encore une fois au pourquoi et au sens qu'on cherche à donner. C'est important en entreprise parce qu'il faut passer en entreprise d'une impulsion par projet, d'une vision d'innovation en oui, j'innove, j'ai fait un projet là, à j'ai transformé mes pratiques, j'ai intégré des choses, je travaille avec mon client, je travaille sur de la créate, etc. J'ai transformé mes pratiques en interne et c'est comme ça que j'aboutirai à l'innovation. Au niveau des politiques publiques, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, les politiques publiques, on sait si on a bien dépensé notre argent en soutien à l'innovation en mesurant combien de chiffres d'affaires ont développé les entreprises et combien d'emplois elles ont créés. Et puis, on est toujours en quête de cette fameuse entreprise primo-innovante. Okay, on ne sait toujours pas exactement quelle définition on met derrière l'innovation, donc on ne sait pas exactement ce que veut dire primo-innovante, mais en tout cas, c'est la focale, parce que c'est intéressant de s'adresser à ces entreprises-là. Moi, je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'indicateurs sur une évolution des pratiques à 3 ans. Une quête non pas de l'entreprise primo-innovante, mais une quête de l'entreprise qui est capable de préactivité. Alors, je pose ça à la réactivité, préactivité, proactivité, c'est des termes de prospective qui visent à dire qu'on est sur des entreprises qui ont une capacité à initier des choses de façon régulière et récurrente. Et si on arrivait à avoir plus d'entreprises comme ça, là, on aurait cette logique de premier de cordée, etc. Et on tirerait, non pas parce qu'on a une entreprise qui a réussi une super innovation que les autres ne comprennent pas, mais on arriverait à tirer nos territoires parce qu'on serait capable d'identifier des entreprises qui ont mis en place des activités intéressantes et qui peuvent inspirer l'ensemble des autres entreprises, même si elles sont dans d'autres secteurs. Et enfin, au niveau des pôles et clusters, dont vous êtes nombreux aujourd'hui, l'action sur projet, pareil, on accompagne des projets très bien. Et si on se mettait à apporter des outils, des méthodes et à construire finalement un système de management d'innovation dans nos organisations? Et j'arrive donc sur ma conclusion. Et je vais reprendre dans cette conclusion les 5 étapes qu'on avait tout à l'heure sur l'innovation, comment on déploie une démarche d'innovation dans les organisations, parce que je crois qu'on peut se l'appliquer à nous-mêmes, structure d'accompagnement. Première étape, c'était identifier l'opportunité. L'opportunité de changer nos approches d'accompagnement, de s'intéresser à ces travaux de normalisation, etc. Et ça, j'ai envie de dire, bonne nouvelle, c'est fait. En participant à ce webinaire, vous avez montré que vous étiez déjà sensible et je vais essayer de vous donner un petit peu de clés pour aller plus loin. Deuxième élément, maintenant, il va falloir passer à la phase de création de concept. OK. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire se former, mieux comprendre tout ce qu'il y a derrière pour essayer d'imaginer des pistes de solutions, de prestations à intégrer finalement pour venir saisir cette opportunité et proposer quelque chose de différent. Derrière, il viendra le temps de la validation de ces concepts en disant « OK, comment je vais le tester auprès de mes entreprises? Auprès d'entreprises plus matures, auprès d'entreprises moins matures, dans le cadre d'un programme régional particulier peut-être, ça va dépendre de qui on est, mais essayer de se donner l'opportunité de tester cette nouvelle approche de l'accompagnement pour laquelle aujourd'hui, il y a peu de ressources qui sont mobilisées. Et puis, on passera ensuite au développement de solutions et enfin au déploiement en structurant l'offre et bien sûr en passant à l'échelle. Et là, on aura réussi une mutation de nos organisations et à répondre à un vrai besoin des organisations d'aujourd'hui qui n'est plus nécessairement celui qu'elles avaient il y a 10 ans. J'arrive au bout de cette présentation. Alors, voilà, vous savez, ça, c'est donc un extrait du handbook. On a fait des ronds qui étaient… Alors, on n'a pas changé le monde par rapport au cercle que vous aviez tout à l'heure sur l'ISO 56002, mais on a essayé de rendre ça un petit peu plus joli et plus coloré. C'est une manière de le rendre plus accessible à des PME. Et je vais passer la main à Corinne,
qui est justement dans ces premières phases-là, en pleine phase d'expérimentation, de validation de concept, et elle va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Merci pour votre attention, et je te passe la parole, Corinne. Merci, Johan. Bonjour à tous. Je vais rapidement présenter mon retour d'expérience. Pour introduire un petit peu mon contexte, donc, je suis au Technopôle Brest-Thieroise. Donc, c'est une structure… si tu peux avancer la slide, s'il te plaît, Johan. C'est une structure donc, vraiment qui a pour objet, donc c'est des structures qui existent au niveau national, qui, nous existons depuis une trentaine d'années. On a vraiment pour objet d'accompagner les entreprises innovantes, de la création, on va dire, à la consolidation. Après, sur chaque technopôle, il y a différentes actions qui sont déployées, différents réseaux selon les territoires. Donc, nous, on a 3 missions qui sont sans doute une grande part de vos missions également dans vos réseaux. Donc, entreprendre pour accompagner les entreprises innovantes. Donc, fédérer, on travaille effectivement avec un réseau de partenaires très large. Donc, on construit le réseau, on le fédère et puis effectivement, on l'anime également. Donc, avec la volonté de mettre en contact, de partager les compétences et puis d'accélérer justement toute cette dynamique d'innovation pour le territoire. Donc, les territoires chez nous, c'est assez vaste. Je peux passer à la slide suivante. En fait, on a le territoire d'origine du Technopôle, territoire un petit peu historique, donc qui est Brest et Finistère Nord. Enfin, c'est un territoire. Après, on a donc différentes structures, comme je vous l'indiquais en amont, qui sont intégrées au Technopôle. Donc, nous, on a effectivement une forte thématique mer sur le territoire. Donc, on porte également une structure qui s'appelle le Campus Mondial de la Mer, également le déploiement de la French Tech et un incubateur dans le spatial. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu les contextes dans lesquels on évolue, avec ce contexte territorial qui nous amène effectivement à être connectés à une grande typologie d'acteurs. On va avoir de la start-up, du laboratoire de recherche, du grand groupe, du fonds d'investissement, tous les acteurs, on va dire, de l'accompagnement de l'entreprise, de l'accompagnement à l'innovation, du financement, de la découverte, au financement, à la structuration et au déploiement commercial également. Donc, ça, c'est un petit peu vraiment les acteurs, je pense, un peu classiques chez chacune de vos structures. Nous, on est effectivement particulièrement sur un réseau un peu global avec ce côté développement économique et accompagnement des entreprises. On n'est pas uniquement une structure qui fait de la valorisation de la recherche, par exemple. On est vraiment sur le développement des entreprises. Donc, ceci, ça nous donne… je passe à la suivante, peut-être, Johan. Donc, pour ma part, j'ai un parcours en amont. Quand j'ai vu ta frise là, sur un petit peu l'historique de système d'accompagnement aux entreprises, c'est très sympa de ta part. Je vois que j'en ai fait quand même quelques-unes de ces structures, effectivement, que j'ai un peu suivi ces différentes évolutions. Donc, à la fois sur, peut-être plus au départ, sur tout ce qui était vraiment valorisation de la recherche d'entreprise. À l'époque, on appelait ça des business units. Aujourd'hui, on appelle ça de la start-up deep tech. Après, plus justement des rôles toujours de connecteurs de réseau sur le rapprochement entre les laboratoires et les entreprises au sens assez large, au niveau des Fab Labs, des Living Labs, tout ce mouvement un peu start-up également, ce mouvement d'open innovation avec la collaboration entre des start-up et des grands groupes pour développer leur innovation. Voilà, les développements des incubateurs en interne des grands groupes, les structures d'innovation, etc., etc. Donc ça, je l'ai un peu vu se déployer. Et puis donc, je suis arrivée sur… je me posais déjà ces questions-là un petit peu sur… on est souvent frustré si on travaille, par exemple, sur la relation laboratoire-entreprise. À un moment donné, on se dit, je ne réponds pas à tous les besoins d'une entreprise. Il y a je n'arrive pas forcément à trouver un langage commun qui fasse que tout le monde se comprenne, etc., etc. Donc, on cherche forcément des solutions. J'ai cherché des solutions en me formant à différentes méthodes que Johan a évoquées, sur le design thinking, etc., Lean Startup. Mais il manquait toujours ce volet un peu plus robuste. Et j'avais déjà échangé avec Johan avant d'arriver dans ma structure au Technopôle Brest-Thieroise. Et j'avais même découvert le programme de Johan via le Québec. Donc, c'est quand même fait un grand tour avant de revenir jusqu'à moi. C'est un petit peu l'histoire de notre collaboration. Et donc, en arrivant au Technopôle, je me suis dit, on a j'avais une mission un peu globale, innovation assez vaste, aussi avec un volet de connexion au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, au laboratoire de recherche. Et j'ai commencé à me dire, on a plusieurs actions, moi, dans lesquelles je peux me connecter. Il faut que moi, je trouve aussi une logique, comment je m'insère, quelle stratégie je vais déployer, quelle offre je vais déployer et comment je trouve ma logique dans le parcours global de ma structure, des déploiements global de ma structure.
Entre-temps, effectivement, j'avais échangé avec des entreprises, plus avant, des laboratoires de recherche. Et c'est vrai qu'il est assez évident, on a des entreprises, des grosses PME sur le territoire qui ont vraiment un développement à l'innovation, une agilité, une capacité de résilience assez forte, une capacité aussi à définir des innovations, à se les approprier, à transformer à partir d'idées émises en séance de créativité, par exemple, à transformer vraiment de manière très structurelle leur entreprise et non pas à garder en silo ce volet-là. Souvent, des fois, on a un petit silo, on a une cellule innovation et puis en fait, elle innove toute seule, ce qui effectivement ne fonctionne pas et frustre souvent les salariés. Et puis après, j'ai aussi rencontré des entreprises pour lesquelles c'était plus compliqué, manque de temps, de vision. Et je me suis dit, bon, allez, il faut... Pour tout ça, je vais essayer, on va faire une première étape, puis on va faire un atelier avec Joël. Donc, au sein de ma structure, avec l'idée d'avoir effectivement cette culture commune de base entre nous pour après structurer notre offre et puis avoir aussi ce discours assez cohérent, c'est-à-dire assez global avec les entreprises pour savoir à quel endroit chacun se situe dans la démarche globale d'accompagnement. Donc, effectivement, ma première problématique, ça a été la question de terminologie, mais je trouve que Joanne, tu l'as bien présenté en expliquant déjà l'innovation, enfin, les évolutions de la vision de ce qu'est l'innovation. Et puis par la suite, effectivement, quand on rajoute en plus la notion de système de management de l'innovation, on perd souvent beaucoup de monde, ou alors on se rend compte qu'on ne parle pas de la même chose, mais on ne se le dit pas. Et je pense que vraiment par rapport à l'innovation, qui peut être quelque chose de très confidentiel, on va dire, dans une structure, le système de management de l'innovation, ça a vraiment c'est une approche vraiment globale. Peut-être passer à la suivante, Joanne, qui a vraiment des impacts, à mon avis, très positifs. Et je l'ai déjà vu, en tout cas, dans un premier lieu au sein de ma structure. Donc, ça permet d'avoir cette culture commune que j'ai évoquée, mais aussi d'identifier le rôle de chacun à chaque endroit. C'est, ah bah oui, toi, tu fais ça, mais en fait, on participe du même mouvement, parce que quand on fait un événement avec des startups, on est aussi dans une partie de l'ouverture voilà, du système du management global d'une entreprise, du management de l'innovation globale d'une entreprise. Donc ça clarifie les rôles de chacun, ou en tout cas ça les valorise. Je trouve que sur un territoire, c'est très important, parce qu'on peut connaître vraiment beaucoup d'acteurs du territoire et d'entendre les incompréhensions dans les missions de chacun. C'est aussi ce qui permet d'indiquer telle structure peut être à tel endroit pour une entreprise, telle structure peut être à tel endroit dans ton système global d'innovation. Donc ça valorise aussi le rôle de chaque acteur par rapport à un territoire. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur ici. Et puis, bien évidemment, il y a aussi l'étape pour les entreprises qui, moi, à mon stade de connaissance, de compétences, me semble encore une étape assez lointaine, une ambition assez haute, parce que ça me semble être quand même une ambition assez haute et un travail assez important à mener. Mais en même temps, vu les compétences qu'on a sur un territoire, les ressources qu'on a, les possibles, je trouve ça important de quand même l'engager parce que je sais qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut en fait à domicile, si j'ose dire. Donc on a vraiment des ressources importantes qu'on n'utilise pas forcément et je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour permettre aux entreprises de les utiliser, dont un petit peu de méthodo sans doute. Passer à la suivante, Joanne. Je ne sais plus ce que j'ai dit après. Oui, donc après, donc après l'atelier qu'on a donc mené avec Joanne en équipe, on a effectivement réfléchi un petit peu aux prochaines étapes. Alors déjà quand même sur les retours d'expérience, moi j'étais assez contente parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à faire passer cette idée-là, à la faire accepter. J'avais des réticences et tout. Au départ, certaines réticences ou une espèce de désintérêt sans doute, et puis vraiment une journée qui s'est superbement bien passée. Je pense même que Joanne, tu as eu des félicitations de membres de l'équipe qui étaient même plus que ravis alors qu'ils venaient un petit peu de manière indifférente. Donc ça, c'est vraiment un beau retour d'expérience déjà à minima. Même les fonctions support qui ont participé, voilà, pour une fois, on les a intégrés à des animations autour de ces questions d'innovation. Et c'était bien, elles ont trouvé ça intéressant. Et en plus, du coup, ça donne cette culture commune vraiment partagée. Donc, à la fin, on a fait ce petit bilan de l'atelier sur justement comment on pourrait nous intégrer cet accompagnement-là sur la mise en place d'un système de management de l'innovation. Sachant qu'on on a des petits bouts de formation ou de compétences, mais on n'a pas cette compétence globale sur ce domaine-là.
Donc, on avait identifié plusieurs freins. Il y avait cette question-là de la difficulté d'intégrer un nouveau produit. On est des structures publiques avec un état d'esprit vraiment d'accompagnement public, on va dire, sur la mentalité. Et donc, ça bouleverserait sans doute un peu notre modèle économique. Il y aurait peut-être des choses à réfléchir autour de ce point-là. On se questionnait aussi sur le fait de nos partenaires, consultants, experts que l'on sollicite régulièrement. Est-ce qu'on va rentrer en concurrence avec eux? Est-ce qu'on est sur un autre champ d'expertise? Ça, c'est aussi, je pense, des choses à définir, parce que dans l'innovation, on a beaucoup d'expertise proposée aujourd'hui, mais est-ce qu'on a cette expertise-là vraiment de mise en place d'un système de management de l'innovation? Voilà, il faut bien le décrire aussi. Et puis, donc, il y avait cette question de la compétence en interne. Donc ça, c'était un petit peu des points soulevés rapidement. Et donc, sur les étapes à suivre, ça rejoint la slide présentée par Joanne. Bon, là, je vous l'ai mis un peu sous format listing. Mais on est vraiment dans cette démarche-là. C'est-à-dire, nous, là, on va tenter une expérimentation avec une entreprise partenaire assez proche de notre structure, qui est vraiment dans le domaine de l'innovation, justement autour de la mise en place du diagnostic, donc qu'a aussi développé Innovation Way. Parce que je pense que cette étape de diagnostic est importante également pour nous, pour mieux identifier les endroits où on peut agir, peut-être de manière ponctuelle, peut-être pas de manière globale, mais de manière ponctuelle. Et puis après, l'idée aussi de mettre en place un serious game avec la structure, avec ses équipes et potentiellement avec ses équipes et ses partenaires, ou avec d'autres entreprises. Là, on a différents niveaux. Donc au départ, on est sur cette notion-là des niveaux de valeur que l'on souhaite délivrer. Ça, je pense que c'est très important, parce que effectivement, il faut qu'on soit clair sur notre proposition de service. Donc là, on serait vraiment sur une première étape de diagnostic, mais ça, ce serait avec Innovation Way, et puis de sensibilisation par le biais d'un serious game au système de management de l'innovation. Et par la suite, on aura à définir un petit peu comment on s'organise dans l'équipe, comment on fait ce transfert, enfin, qui se forme déjà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on diffuse dans toute l'équipe, en tout cas les équipes qui sont plus concernées, accompagnement d'entreprise? Est-ce que c'est une personne spécifiquement? Ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment encore aujourd'hui à construire. Mais en tout cas, on est engagé dans les prochaines étapes, et ça a été vraiment voilà, on voit les photos de l'atelier. Ça a été vraiment un moment, moi j'étais vraiment ravie, parce que on apprend beaucoup sur ce que c'est. Ça donne vraiment à voir la globalité de l'accompagnement des entreprises. Et puis, moi aussi, j'ai ravi toute une équipe. Donc, c'était bien pour moi. Voilà. Ok. Je devais illustrer, je me permets une seconde, on avait remis des photos, on devait illustrer qu'en plus on avait fait cet atelier au bord de la mer et que c'était absolument magnifique. Les photos ont été écrasées, on voit moins que c'est magnifique, mais quel bonheur d'être à Brest. Merci encore, Corinne. Oui, bah oui, c'est magnifique. Élise, on va te redonner la parole. Ouais, ça roule. Eh ben, non, mais merci à tous les deux. On a quelques petites minutes de retard, mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est clair. C'était de vous donner le regard un peu global, en tout cas peut-être aussi un peu théorique, sur la direction à prendre si vous souhaitez vous mettre dans ce processus d'amélioration de la capacité à innover de vos entreprises. Et puis après, Corinne, je trouve que tu as très bien dit, OK, ça, il y a la théorie puis la pratique. Et la pratique, on voit qu'il y a quand même des choses à mettre en place, il y a des difficultés, et en tant que structure d'accompagnement, et surtout des étapes petit à petit à mettre en place. Voilà. Donc, non, mais je trouvais ça intéressant, en tout cas, l'enchaînement. J'espère que ça pourra vous servir, que ça vous a éclairé. Et moi, avant de passer aux questions-réponses, je vois qu'il n'y en a pas sur le chat, donc n'hésitez pas, on va pouvoir le... Il y en a une? Ah, alors c'est moi qui ai mal vu. Je suis en train de commencer à répondre, on en parle dans 2 secondes. Ok. Dans 2 minutes. Donc, avant vos questions, donc, nous, ce qu'on vous propose pour ceux qui voudraient aller plus loin, c'est un programme de formation, alors je dirais un programme général, là, la partie de gauche, en 2,5 jours. L'idée, en fait, c'est de vous accompagner justement dans cette capacité à mettre en place l'innovation pour vos entreprises. Donc, en fait, c'est tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Il y aura une partie un peu comprendre l'innovation pour une entreprise, et pour ça, on va faire une partie de Serious Game. Donc, c'est une partie de jeu société où l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans la peau d'une entreprise et de comprendre ce que c'est l'innovation pour elle. Et Corinne, tu le disais très bien, c'est vraiment adopter une culture commune avec vos entreprises. L'idée, c'est vraiment ça.
Il y aura une partie également, vous apporter les compétences et la posture d'un accompagnant, hein. L'idée, encore une fois, c'est pas… Et là, heureusement, il y a des outils qui existent. Joanne en a parlé tout à l'heure avec les ISO. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'idée, c'est pas que vous deveniez expert. On vous demande pas d'être expert, on vous demande d'être accompagnant. Et donc, c'est tout là l'enjeu. Et ça permettra aussi de ne pas rentrer en concurrence. Enfin, tout ce que tu as dit, Corinne, avant, avec des experts auxquels vous faites appel d'habitude. Donc là, c'est vraiment vous mettre dans une posture d'accompagnant. Comment est-ce que vous pouvez challenger, améliorer, accompagner, identifier les points de blocage, redonner de la fluidité dans le système de management de l'innovation de vos entreprises. Et ensuite, toujours dans cette partie-là, il y aura vous aider à construire l'offre de service. Là, c'est tout l'enjeu. Et Joanne, j'aimais beaucoup ta slide où tu as donné plein de petites briques de choses que les réseaux d'entreprises, les pôles, les clusters, les technopoles font déjà, en fait. Tu parlais de la capacité d'expérimentation. On voit que les pôles et clusters développent des lieux d'innovation, par exemple, pour leurs entreprises. Tu parlais également d'apporter une culture favorable. On voit qu'il y a plein de programmes d'accélération qui se mettent en place. Tu parlais de la veille. Vous amenez des services de veille à vos entreprises. Enfin voilà, donc il y a plein de services que vous mettez déjà, mais l'idée, c'est comment est-ce que je mets de la cohérence, comment est-ce que je construis une offre plus globale et déployable, enfin transmissible à mes entreprises. Voilà, donc ça, c'est notre petit programme général et puis une demi-journée, un mois après pour faire le point et répondre à des problématiques ou points de blocage en mode un peu cas concret. Voilà, programme expert, je vais peut-être moins en parler, enfin en tout cas, ils sont aussi importants. C'est des formats un jour et là, ça s'adresse vraiment à des personnes un peu plus expertes qui voudraient aller encore un peu plus loin sur des sujets très spécifiques, le partenariat en innovation. Vous faites tous de la mise en relation. Maintenant, comment est-ce qu'on accompagne réellement la structuration du partenariat sur le long terme dans l'innovation? Et une deuxième formation très experte sur auditer le système de management de l'innovation. Voilà. Ouais, je crois que l'enjeu sur la complémentarité de ces programmes, c'est vraiment de montrer qu'il y a une volonté de France Cluster d'aller sur des accompagnements, des propositions de schémas de formation qui permettent de s'adapter au niveau d'avancement de l'intégration de ces notions dans les pôles et clusters d'une manière globale. Et puis voilà, d'accompagner une évolution vers ce type d'activité. Tout à fait. OK, bon, je m'arrête là. Tout sera de toute façon envoyé par mail également. Alors, je propose qu'on aille sur la question de Monsieur Bouatou, président donc, du cluster boissons agrologistique. Merci pour qui nous dit merci pour cet éclairage. Question, le rôle des clusters dans l'accompagnement des porteurs de projets est un challenge dans un environnement où parfois l'écosystème ne recèle pas une culture de l'innovation. C'est un vrai sujet. En fait, là où je crois beaucoup, un des autres intérêts, on n'en a pas parlé, mais un des autres intérêts de cette notion de système, je crois, c'est aussi de permettre à chacun de se positionner et de voir quel est son rôle en tant que structure d'accompagnement et quel est le rôle des autres structures et quel doit être le rôle de l'environnement autour de tout ça. Typiquement, les enjeux de propriété intellectuelle, ce n'est pas la clé pour innover, c'est un élément important pour innover. Le financement, c'est pareil. Faire du réseau, c'est pareil. Tester avec ses clients, c'est pareil. Savoir formaliser un business model à un moment donné, oui, c'est pareil. Tout ça sont des éléments de la recette, finalement. Et cette recette, il n'y a pas aujourd'hui un acteur qui est capable de tout maîtriser. C'est très rare. Mais il y a aussi peu d'organisations. Il y a aussi peu d'organisations qui sont capables d'accepter et de voir cette photo globale. Donc, quand on parle d'un environnement où la culture de l'innovation soit bien marquée, moi, je crois beaucoup à l'importance de ce genre d'action comme on a aujourd'hui pour justement permettre à l'ensemble de l'écosystème de se positionner et de comprendre son rôle, le rôle qu'il joue dans cette approche innovation, dans cet accompagnement du porteur ou de l'entreprise, mais aussi les rôles qu'il ne joue pas et qui sont importants, et donc de pouvoir aussi retrouver la complémentarité entre les services proposés. Parfois, il y a de la défiance entre le pôle du coin et puis l'agence régionale d'innovation qui se marche un peu dessus sur certaines prestats, etc. Et je crois qu'on a vraiment besoin de remettre aussi cette notion de réseau et de vraie capacité à travailler ensemble, mais pour ça, on a besoin de savoir qui fait quoi. Et donc d'utiliser le même vocabulaire et de se positionner au sein d'un même référentiel, je pense que ça sera d'une grande aide. J'espère avoir répondu à votre point. Ouais. Oui, et puis je confirme également, Monsieur Bouatou, effectivement, ça c'est des choses qu'on a également entendues de plusieurs autres clusters Nord-Afrique, par exemple, et même parfois dans des filières très traditionnelles. Et
et où justement il n'y a peut-être pas la demande des entreprises dans un premier temps sur l'amélioration de leur capacité à innover. En tout cas, je pense que c'est aussi bien d'avoir une posture qui vienne en amont et qui vienne un petit peu donner des indications ou alors questionner encore une fois les entreprises, même si elles ne sont pas dans une démarche d'innovation à proprement parler, qu'il peut y avoir des freins, des questions de culture, comme vous le dites. On a des retours similaires d'autres clusters qui tout de même veulent justement acquérir cette posture pour entraîner, avoir un effet un peu d'entraînement, quoi. Élise, tu m'ouvres une porte sur la nuance besoin-demande que je suis obligé de saisir. La vraie question là derrière, c'est quoi la demande de vos adhérents aujourd'hui? La demande de vos adhérents, souvent, c'est un partenaire technique, une solution pour avancer et surtout un financement. Ça, c'est la demande. La vraie question qui se pose, c'est le besoin. Quel est leur besoin? Moi, j'ai la conviction, et c'est ce que j'essaie de vous faire passer aujourd'hui, que leur besoin, c'est de faire rentrer l'innovation dans leur pratique quotidienne et récurrente pour que justement, elles arrivent à évoluer, à pu être centrées sur « il me faut une aide pour innover ». Il me faut une aide financière pour innover. Je crois que le vrai besoin de notre économie, de nos entreprises, c'est de faire rentrer ces pratiques d'innovation dans leur pratique interne, dans leur culture interne. Seulement, est-ce que c'est leur demande? Non, pas aujourd'hui. Et la vraie question, c'est quel est le rôle du soutien public? Est-ce que le rôle du soutien public est de répondre à la demande ou est-ce qu'il est de répondre aux besoins? Et moi, j'ai la conviction que le rôle de l'accompagnement public, en particulier lorsqu'il bénéficie, ce n'est pas le cas de tous parmi vous, mais de financement, de soutien pour le développement économique, c'est de répondre aux besoins et pas à la demande. Quand la demande est là, alors il y a des privés en face et le marché devient assez mature. En revanche, là, c'est d'anticiper sur un besoin qui n'est pas encore formalisé en termes de demande parce que les entreprises n'ont pas encore pleinement conscience de tous ces éléments-là. Et je crois que c'est là qu'on a besoin d'une action. Et c'est pour ça que je milite beaucoup en tant que président de la commission de normalisation auprès de BPI, auprès justement des pôles, auprès des associations de conseil en innovation, etc., pour réussir à faire bouger tout ça et à amener les gens à prendre conscience de ce besoin pour qu'on fasse muter nos structures d'accompagnement pour réussir à anticiper tout ça. Et la demande, par contre, on peut se poser la question, cette demande sur le système de management de l'innovation, il n'est pas impossible qu'elle arrive très, très fort en 2023-2024, quand les entreprises vont venir toquer et dire « aidez-moi parce que maintenant, il y a cette certification et j'en ai besoin pour être référencé pour un grand groupe, etc. » Là, on aura une demande. Et là, on va se rendre compte très vite que mince, il faut répondre, mais mince, ça demande des compétences particulières, une organisation particulière qu'on n'a peut-être pas. Donc, voilà, je pense qu'il y a un vrai besoin dans les entreprises aujourd'hui sur ces sujets-là. Je crois que les pôles ont besoin d'anticiper cette demande aussi qui va arriver vraisemblablement d'ici 2-3 ans de manière très marquée. J'avais dit que j'embêtais les gens avec la terminologie, je suis assez embêtant là-dessus, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de sens derrière les mots. Après, je voudrais juste recouper parce que j'ai réagi de la même manière que toi, sauf qu'avec un petit peu de retard. Enfin, je suis très d'accord avec ta remarque, en fait. Moi, aujourd'hui, les entreprises que je veux dire, des grands groupes ou moins, c'est plutôt un besoin. J'ai besoin d'intelligence artificielle dans mon entreprise. En fait, c'est vraiment réaction, c'est beaucoup en réaction à une contrainte. Et ça peut être des PME qui fonctionnent très très bien, qui ont eu quand même des réflexes en termes d'innovation assez forts. Mais là, je pense que ça s'accélère aussi. Et on ne peut pas rester sur un volet, on ne peut pas faire soit un one-shot, soit créer pour ceux qui ont plus de moyens et qui sont plus de grandes entreprises, une section innovation avec un endroit où on va faire des design sprints, mais déconnecté de tout le reste. Et je pense que c'est pour ça, en tout cas de mon point de vue, du côté de terrain, cet intérêt pour ce système de management de l'innovation, c'est vraiment un intérêt territoire, différents acteurs sur un territoire, mis en lien et surtout mise en œuvre, quoi, et anticipation de tout des accélérations qui nous arrivent. Tout à fait. Aucune ne m'a dit j'ai besoin de faire un système de management de l'innovation. Et Corinne, d'ailleurs, quand tu parles de tes entreprises, c'est plutôt quoi? C'est plutôt quel type d'entreprise? Est-ce que c'est TPE, PME ou même grand groupe? Parce que j'imagine que ça peut adresser à un panel différent. Alors, fondamentalement, le Technopole, il est plus sur de l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes, puis après un accompagnement sur d'entreprises qui ont jusqu'à 3 ans. Après, bien évidemment, dans le réseau, on a d'autres entreprises et il y a d'autres programmes qui sont adressés à des PME déjà plus âgées, enfin, plus anciennes, on va dire, plus robustes, que ce soit pour de l'accélération commerciale, de l'export
l'export à l'international, ou alors des entreprises qui vont participer à des événements en lien avec les startups ou à d'autres événements en lien avec d'autres réseaux. C'est pour ça qu'on a un tissu assez large que je suis allée solliciter, moi, avec lesquels je suis allée échanger. Donc là, on était plutôt sur des PME, des grosses PME qui existaient depuis une vingtaine d'années. Donc, déjà bien installées et fortes, des belles PME du territoire. Ok. Non, mais en tout cas, ça peut être effectivement une vraie valeur ajoutée dans ton offre de service, enfin, dans votre offre de service qui adresse finalement des grosses PME, comme tu dis, ou de la création d'entreprises, plus petites entreprises, voire potentiellement des grands groupes aussi. Ok. Bonjour, Monsieur Botoury, vous nous avez rejoint à l'image. Si vous voulez qu'on se dise un mot, maintenant que vous êtes là, vous êtes vraiment le bienvenu. Bonjour, désolé si vous arrivez en retard, j'ai très écouté. Pas de problème, on vous envoie de toute façon tous les supports. Ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions souhaiteraient être posées avant qu'on clôture? J'en vois pas d'autres. Je tenais à remercier M. John Clare. Son intervention est vraiment très, très importante. Je viens de participer à un séminaire sur la normalisation du commerce extérieur. Et justement, dans mon intervention, justement, j'ai mis en exergue le rôle justement de cette norme pour introduire, je pense, cette culture de l'innovation dont on parlait. Effectivement, il y a toujours des décalages entre les systèmes, disons, de développement économique d'un pays à l'autre, mais je pense que la culture de l'innovation, elle doit être transversale. Nous avons des grands groupes familiaux qui souvent n'ont pas cette capacité à innover, peut-être contentant d'un marché déjà acquis. Et moi, je pense qu'en tant qu'Algérie Cluster, puisque nous avons créé un groupement des 6 clusters, notre rôle, c'est de contribuer à développer cette culture. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous. Et c'est vrai que la question de la culture, elle est derrière, mais est-ce qu'on peut décréter de changer une culture? Est-ce qu'on peut dire demain, je commence à changer la culture? Je ne crois pas trop. C'est compliqué. Par contre, on peut agir sur le système, faire rentrer des actions concrètes, comme quand on a un projet, on va chercher des clients pour co-développer avec lui. On va encourager le réseau en encourageant nos salariés à sortir, à aller rencontrer, participer à des réseaux, à des rassemblements professionnels, à des choses comme ça. Tout ça sont des éléments concrets sur lesquels on peut agir et qui, à terme, ont un impact sur cette notion de culture. Donc, c'est un vrai sujet, comment on fait bouger une culture. Ce n'est pas une incantation, je crois que c'est agir sur des process, sur des éléments concrets qui, derrière, vont effectivement amener ces mutations. On a une autre question de Damien sur les cas d'école, en disant effectivement, le besoin n'est pas encore exprimé, formalisé par les entreprises, les PME, ETI en tout cas. Et est-ce qu'on a déjà des cas d'école qui ont mesuré le bénéfice, cas d'usage essentiel pour convaincre et parler aux entreprises, effectivement? Alors, mesurer les bénéfices, c'est compliqué parce que la notion de bénéfice sur le système, c'est un impact à moyen-long terme. On est sur une norme qui est sortie fin 2019, sur une thématique qui est relativement émergente et on s'est pris le Covid derrière. Donc, on a encore du mal à percevoir tous les résultats dans des entreprises qui n'auraient pas une appétence particulière au sujet en amont. Moi, j'ai des exemples d'accompagnement aujourd'hui où on commence à voir des choses assez concrètes dans différents types d'entreprises, notamment aussi en collectivité. Je peux en donner au moins un en donnant un nom assez, facilement. Je travaille avec la CPAM, donc avec l'assurance maladie, qui s'est posé cette question-là de sa propre capacité à innover et de comment structurer tout ça. Parce que là, elle n'a pas eu le choix ces derniers temps. Heureusement qu'ils ont été capables de s'adapter, de changer leurs pratiques, d'innover dans leur organisation pour tous ces enjeux liés au contact tracing, etc. Donc un sujet et des mouvements, et on commence à voir des choses sur des impacts sur la mobilisation des gens en interne. On a plus de flux d'idées, on a un peu plus de concrétisation en quelques mois d'accompagnement sur ces sujets-là. J'ai eu des sujets dans des entreprises de services aussi qui s'intéressent là-dessus, notamment sur des métiers qui sont fortement bouleversés autour de la comptabilité. Avec les comptables, c'est un gros sujet avec le développement des IA, du numérique, etc.
ils s'apprêtent à voir leurs effectifs fondre de manière drastique et donc s'interrogent sur comment réinventer leur business et bouger. Donc là, pareil, on a des actions là-dessus qui amènent des résultats intéressants. Et puis, un troisième, peut-être au niveau, mais là, cette fois-ci, plutôt orienté grand groupe, où les questionnements qui sont remontés sur ces sujets-là au sein du groupe DocaPost, par exemple, qui est un conglomérat d'un ensemble de PME qui travaillent ensemble autour de la poste et des services numériques associés, et qui déploie ça en se demandant comment on peut faire faciliter les benchmarks et les partages de pratiques entre nos différentes entreprises. Et donc là, c'est les réflexions ce qui est en train d'être mené à la base, c'est d'essayer de prendre le référentiel et de positionner ce que font chacune des BU, chacune des entreprises sur les différents domaines pour voir s'ils agissent de manière différente dans les unes et les autres. Là, Damien, je ne sais pas si ça répond à la question. Ah, le micro a été recoupé. Il faut. Ouais. Bon. Merci, mais effectivement, je comprends de toute façon toute la démarche est jeune, le besoin n'est pas exprimé, formalisé, mais la question de la mesure elle va être importante pour convaincre les directions générales d'investir comme sur un système qualité ou autre où on peut mesurer à la fin le bénéfice et donc de l'investissement qui a été fait. Alors c'est très terre à terre, mais dans les faits, le monde marche aussi comme ça, c'est-à-dire de mesurer le bénéfice. Et voilà, ça reste un vaste sujet en matière d'innovation. Et oui, mais toujours, et comme dans toute innovation, il y a ces vrais enjeux d'incertitude. Et donc, on est en train de l'élever les unes après les autres. Alors, vous êtes encore quelques-uns à être connectés. On a bien dépassé l'horaire. Tout le monde doit avoir faim. Merci pour votre engagement au-delà on atteint 13 heures. Est-ce qu'on a encore des questions? Est-ce qu'on peut encore faire des choses pour vous, les uns et les autres? Sinon, il sera temps d'aller déjeuner. Eh bien, ouais, si pas d'autres questions ou réactions, eh ben, merci à tous. Et puis, on reste à disposition, Joanne, Corinne et moi, si vous avez des questions, pour recevoir un petit mail avec le support, le replay, d'ici cet après-midi. Voilà, bon appétit à tous et merci à vous. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.